Bonjour, les premières connexions arrivent. Bonjour. Bonjour à tous. Beaucoup de noms connus qui se connectent. Bonjour, bienvenue. On va attendre quelques instants avant de commencer. Je vois que les connexions n'arrêtent pas. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour. Écoutez, il est 11h02. Ce que je vous propose, c'est de commencer ce webinaire. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir sur ce webinaire sur les innovations 2026 et comment accompagner vos clients sur le risque cyber. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Lucas. Je vais d'abord me présenter. Moi, je suis Marine Samartori. Je suis responsable courtage chez Stoic sur la région sud-ouest. Stoic que j'ai rejoint il y a maintenant 3 ans. Et donc, je vais laisser Lucas se présenter. Merci Marine. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Lucas, j'ai 30 ans, j'ai rejoint Stoic il y a maintenant 1 an et demi et j'accompagne vos assurés sur l'accompagnement de leur posture de risque. Voilà, donc je les rencontre au quotidien pour échanger sur leurs besoins. Voilà. Écoutez, sur l'agenda que nous allons partager sur cette heure, ce que je vous propose, c'est de revenir sur notre approche proactive du risque cyber, faire un état des lieux de la sinistralité, revenir sur notre solution contre le ransomware, vous présenter notre nouvelle solution contre la fraude. Pendant ce webinaire, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dans l'onglet en bas à droite, dans questions, et on fera en sorte d'y répondre au maximum. Si jamais on ne peut pas répondre à tout le monde, on gardera vos questions et on vous répondra a posteriori. Information très importante concernant l'attestation DDA, puisque ce webinaire est éligible à la DDA. Il faut rester jusqu'à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez recevoir votre attestation automatiquement. Écoutez, je vous propose donc de commencer avec notre approche proactive du risque cyber. Donc la première étape en fait d'une protection cyber efficace, c'est l'assurance active. Et donc chez Stoic, on avait historiquement 3 piliers qui étaient le premier pilier, donc la prévention. La prévention qui va via la plateforme Stoic Protect, qui est mise à disposition de l'ensemble de nos assurés et qui vont permettre d'identifier et de corriger les vulnérabilités. On avait le deuxième pilier qui est l'assistance, qui est l'accès à notre équipe de réponse aux incidents en 24/7, notre équipe qui, je le rappelle, est internalisée. Et ensuite, le contrat d'assurance pour indemniser les préjudices financiers subis par notre assuré. Mais en fait, dans un contexte où les attaques évoluent très vite et sont de plus en plus sophistiquées, en fait, on s'est aperçu qu'il manquait une étape, une brique entre la prévention et l'assistance. Et cette brique, c'est la détection. Cette détection, donc on va proposer, Stoic propose des services managés qui vont permettre de détecter et d'embriguer en fait l'attaque une fois que l'attaquant
et dans le système informatique. Et donc, ces deux solutions, on va retrouver Stoic MDR, qui va permettre de lutter contre le risque de ransomware, qui est aujourd'hui l'attaque la plus redoutée pour nos assurés et qui va causer le plus de tort à une entreprise. Et ensuite, Stoic Email Security, donc qui va venir, c'est un produit qui va venir donc lutter contre la fraude par mail, qui est aujourd'hui l'attaque la plus courante chez nos assurés. Si on fait un petit focus sur Stoic aujourd'hui, parce que depuis 2021, Stoic a bien évolué. Aujourd'hui, nous sommes 130 collaborateurs chez Stoic, 2 tiers issus du monde de la tech et un tiers issus du monde de l'assurance. On est aujourd'hui présent dans 6 pays, donc en France, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au Luxembourg et en Belgique depuis la fin de l'année 2025, lorsque nous avons racheté le MJE Cybercontract. Nous sommes soutenus par des partenaires institutionnels d'envergure qui sont les mêmes en fait depuis le départ de Stoic. Dont nous avons Munich Re, Swiss Re qui est fronté par Tokyo Marine, qui est fronté par Axeria, et Tokyo Marine HTC qui est également au capital de Stoic. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer ce matin, mais donc nous avons annoncé une grande nouvelle. Nous venons de faire notre 3e levée de fonds, une levée qui s'élève à 20 millions d'euros, qui est principalement soutenue par Impala et qui va nous permettre de continuer cette croissance en Europe et offrir à nos assurés et à vous, courtiers partenaires, des services et des technologies de pointe et toujours plus poussées, répondant à l'évolution de la menace. Si on revient sur les sinistres passés, ce qui est intéressant, c'est que grâce à notre équipe de réponse aux incidents internalisés, on a vraiment une vision très proche de la sinistralité. Et notre approche chez Stoic, elle est très pragmatique, c'est-à-dire que nous allons proposer des produits sur la base des 700 sinistres gérés, de plus de 700 sinistres gérés en 2025. Donc, ces sinistres sont gérés par notre équipe de réponse aux incidents. Aujourd'hui, on a plus de 20 personnes qui font partie de cette équipe. Et vous les connaissez, hein, on va retrouver Vincent, Antoine, Ayoub, Xavier, Théo. Voilà, c'est des personnes que vous avez eues lors de calls, lors d'évaluation de risque. Voilà. Et donc, de par cette connaissance de la sinistralité, ce retour d'expérience, cela nous permet de proposer des solutions adaptées à l'évolution de la sinistralité de nos assurés et de la sinistralité que rencontrent nos assurés au quotidien. Si on fait un petit focus sur l'état des lieux de la sinistralité, ce qu'on observe chez Stoic, on observe 2 grandes menaces, 2 principales menaces. La première menace, c'est un risque d'intensité. C'est le ransomware qui aujourd'hui est l'attaque la plus redoutée par les entreprises que l'on assure et qui peuvent mettre vraiment au tapis une entreprise très rapidement. Cette menace, elle se perfectionne d'année en année. Et donc, pour lutter contre cette menace, on a mis en place et on propose à nos clients toujours une technologie couplée à l'intervention humaine. Et donc, c'est notre offre Stoic MDR, donc, qui est un EDR managé, donc un antivirus nouvelle génération, managé, surveillé par notre équipe de réponse aux incidents que vous connaissez. Deuxième menace, c'est un risque d'intensité, c'est la fraude. Aujourd'hui, c'est le risque que l'on retrouve le plus souvent chez nos assurés. Et donc, pour lutter contre ce risque-là, on va proposer à nos clients, à nos assurés, Email Security, qui est toujours pareil, une technologie couplée à l'intervention de notre équipe de réponse à incidents, à l'intervention humaine.
Quelques chiffres, si on fait maintenant un zoom sur le ransomware. Ce qu'on peut voir, c'est que plus de 50% des signalements qui ont été effectués auprès de l'ANSSI en 2024 concernaient des PME, ETI et collectivités locales. Ce risque de ransomware, il s'intensifie. Comment est-ce qu'on peut le mesurer? C'est assez simple. C'est qu'en 2025, globalement, il fallait à notre équipe de réponse aux incidents une dizaine de jours pour endiguer un sinistre ransomware, alors qu'en 2024, il leur fallait une semaine. Donc en fait, il faut plus de temps, il faut plus d'hommes, plus de jours pour venir vraiment endiguer cette sinistralité, ce risque de ransomware, pardon. Et en fait, moins de 12 heures, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on a certains groupes d'attaquants qui se sont spécialisés dans des attaques hyper rapides. C'est-à-dire qu'en moins de 12 heures, ils peuvent mettre à mal une entreprise et mettre vraiment au tapis une entreprise. Et ça, c'est un phénomène nouveau qu'on observe de plus en plus chez nos assurés sinistrés. Lucas, je te laisse la parole. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent déjà sûrement ce qu'on fait sur l'EDR et ce qu'est un EDR, mais c'est toujours bon de le rappeler. L'EDR, aujourd'hui, c'est la meilleure manière de lutter contre le ransomware. Donc, le ransomware, pour le réexpliquer très simplement, c'est rançongiciel en français. C'est un logiciel qu'un attaquant va vouloir déployer sur le parc informatique d'un assuré, d'une société, donc sur les postes de travail et les serveurs, pour chiffrer toute une partie du périmètre ou l'intégralité du périmètre et paralyser l'activité d'une société le plus possible. Pourquoi aujourd'hui l'EDR est la réponse la plus adaptée à ce risque? C'est déjà premièrement parce que l'antivirus, Marine l'a un petit peu expliqué, hein, l'EDR, c'est l'évolution technologique de l'antivirus. C'est premièrement parce que l'antivirus aujourd'hui n'est plus assez efficace face à cette menace. Pour vous réexpliquer pourquoi, je réexplique rapidement ce qu'est un antivirus et vous allez facilement comprendre. Un antivirus, c'est une base de données qu'un éditeur va mettre à jour très régulièrement avec ce qu'on appelle des signatures de virus. Une signature de virus, c'est un bout de code, vous pouvez le voir comme un bout d'ADN qu'on va prendre sur un fichier malveillant qu'on a croisé dans le cadre d'une cyberattaque pour permettre au logiciel antiviral de le reconnaître dans le futur. Et l'antivirus, l'efficacité de l'antivirus est donc liée à deux facteurs clés. Et on vous a pris ensuite un exemple avec Marine, un exemple de cyberattaque qu'on a géré chez Stoic, qui imagera très bien ce sujet-là. Les deux facteurs clés qui font qu'un antivirus est désuet et de moins en moins efficace, c'est qu'il faut que le procédé d'une cyberattaque ait recours à un virus, ce qui aujourd'hui est de moins en moins le cas, et il faut surtout que la base virale de l'antivirus soit suffisamment mise à jour avec des nouvelles signatures de virus, et c'est extrêmement dur à suivre pour les éditeurs, pardon, et donc ils ont bien souvent des bases de données qui sont mal mises à jour et qui ne reconnaissent pas les nouvelles signatures de virus, et vous le verrez bien dans l'exemple qu'on va vous présenter. L'EDR fait beaucoup mieux que l'antivirus. Il reconnaît à la fois les signatures virales avec un système de base de données, de la même manière qu'un antivirus, mais il va surtout se concentrer sur l'analyse comportementale des usages qui ont lieu sur un périmètre informatique, donc sur les postes de travail et les serveurs. Qu'est-ce qu'un usage légitime? C'est à ça qu'on s'intéresse, mais potentiellement malveillant. Ça va tout simplement être des exploitations de commandes informatiques, ça va être des connexions dans des localisations étrangères. Je vous donne des grandes idées, hein. Il y en a plein, mais les plus parlantes, c'est un petit peu celle-ci. C'est quelque chose qu'un antivirus ne détectera pas, c'est pas son rôle, mais c'est quelque chose qu'un EDR, sur la base d'un historique qu'il connaît, un historique d'habitude des utilisateurs, va pouvoir détecter comme potentiellement malveillant. Un exemple que j'aime beaucoup prendre, et qui est très parlant, assez cliché, mais très réel, si je suis comptable ou commercial dans une entreprise, que ma machine est compromise et que depuis ma machine se lancent des scripts, des commandes informatiques pour prendre possession à distance d'une autre machine, d'un autre collaborateur, l'antivirus ne le verra jamais. Et par contre, l'EDR lèvera une alerte en disant c'est quand même assez étrange que ce genre de process, bien que légitime, soit lancé depuis cette machine. De la même manière, si depuis un serveur ont lieu des connexions à distance, hors du périmètre informatique,
de la société, tout de suite, l'EDR va permettre de lever des alertes. Donc ça permet de voir les menaces d'une manière beaucoup plus large, et aujourd'hui, je dirais que plus de 9 attaques sur 10 auxquelles on va faire face chez Stoic prouvent que l'antivirus n'est plus assez efficace. Donc l'EDR, pour revenir sur l'acronyme, ça veut dire Endpoint Detection and Response. Les 3 lettres sont importantes. Endpoint, c'est le poste de travail et le serveur, tout simplement. La détection, je viens de vous l'expliquer, ça détecte les comportements malveillants. Et la réponse à incident, c'est la suite du travail qui est fait par notre équipe de réponse à incident. Une fois qu'on a détecté une menace, on doit y répondre, et c'est un outil qui permet également de répondre aux alertes qui sont remontées par l'EDR. Pourquoi on fait ça chez Stoic? Je fais une petite aparté, mais très importante, avant de vous parler du second concept qui est l'XDR. C'est parce que l'EDR, on l'utilise déjà historiquement pour toutes les réponses à incidents, un peu plus de 700 en 2025, Marine vous a donné le chiffre, en réaction à un appel d'un de nos assurés. Donc on arrive, quand on est appelé, parfois beaucoup trop tard de notre point de vue, et on déploie de l'EDR en réaction pour sécuriser tout le périmètre, comprendre ce qu'a fait l'attaquant et relancer un assuré. Et cette équipe de réponse à incident a été très pragmatique et nous a rapidement dit, si on veut être beaucoup plus efficace dans la réponse et la proactivité qu'on a avec nos assurés, il faut qu'on déploie l'EDR en amont chez ces assurés pour exploiter la première vocation de l'EDR, qui est de faire de la détection de comportements malveillants. Et on interviendra en une poignée de minutes et on aura du coup des sinistres beaucoup moins intenses. Le ransomware, pour rappel, étant le sinistre cyber le plus intense et le plus dangereux pour les sociétés. Voilà. Et c'est pas rare, vous l'avez sûrement entendu dans les médias, que des sociétés mettent parfois clé sous la porte suite à un ransomware. Voilà pour l'EDR. Et le XDR, je passe rapidement dessus parce que c'est un concept, un acronyme que vous allez peut-être sûrement entendre dans vos échanges avec vos différents interlocuteurs. Le XDR, pour le coup, ça désigne quelque chose de beaucoup moins précis que l'EDR. L'EDR étant une technologie qui protège le parc informatique, le poste de travail, le serveur. Le XDR, pour le coup, c'est un concept qui veut dire Extended Detection and Response. C'est dès lors qu'on veut détecter des potentiels comportements malveillants sur d'autres composantes du système informatique. Et à partir du moment où on s'est dit ça, on peut imaginer une liste plus ou moins exhaustive de ces composantes. Ça peut être les identités, ça peut être les boîtes mail, qui sont une source de cyberattaques extrêmement fréquente. On va y revenir ensuite. Ça peut être les VPN. Voilà, on a beaucoup de cas de compromission qui démarrent par une compromission d'un accès VPN. Voilà. Ça peut être plein de choses. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le XDR, c'est un concept. Ça ne désigne rien de précis. Voilà. Pourquoi un antivirus ne suffit plus? Vous l'avez compris dans la théorie. Maintenant, peut-être vous parler d'un cas d'école qu'on a géré chez Stoic. Donc, c'est une société à dimension internationale qui a subi un ransomware et qui nous a appelés lorsqu'elle était quasiment 100% à l'arrêt. Donc, impossibilité de travailler sans comprendre réellement pourquoi au début. Et donc, cette société nous appelle. Première chose qu'on fait, comme je vous le disais, c'est qu'on va déployer l'EDR pour stopper la contagion, même si là, on était déjà un petit peu au bout de la cyberattaque, mais ça nous permet à minima de comprendre quels process ont été utilisés, par où l'attaquant est rentré et qu'est-ce qui a été compromis en premier lieu. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir toute la traçabilité de la cyberattaque. Et on a rapidement compris que ce qui s'était passé, c'était que sur leur filiale espagnole, leur logiciel de pointage contenait une vulnérabilité qui avait été vue par personne, mais qu'un attaquant a réussi à exploiter pour se connecter à distance à cette base de données. Et le serveur qui hébergeait cette base de données hébergeait également leur ERP, donc un logiciel qui est central pour la continuité de leur activité. Et l'attaquant a réussi, le groupe d'attaquants a réussi du coup à accéder à des données extrêmement sensibles et à chiffrer du coup l'ERP, entre autres, ce qui a mis la société complètement à l'arrêt. Pourquoi l'antivirus n'a pas été suffisant? Logiquement, si vous avez compris mon explication de tout à l'heure, un antivirus est censé reconnaître des signatures virales. Donc dès que j'ai un fichier malveillant, un logiciel malveillant, c'est le ransomware, normalement je dois le détecter. Ce qui se passe, c'est que les attaquants changent tout le temps les codes des fichiers qu'ils utilisent, déploient de nouveaux logiciels de ransomware, donc un antivirus doit suivre, et c'est compliqué de connaître tous les logiciels qui sont utilisés par les attaquants. Et ce qui s'est passé cette fois-ci,
pour ne pas le citer, et Z, qui était déployé sur le système informatique de cet assuré, n'a pas vu la signature, tout simplement parce qu'elle n'était pas contenue dans sa base de données. Donc, je reviens aux deux facteurs qui font qu'un antivirus est efficace ou pas. Dans ce cas-là, il n'est pas efficace. C'est que la base de données n'était pas mise à jour et donc n'a pas reconnu la signature virale de ce logiciel de ransomware. Donc, déjà, de ce postulat, l'antivirus n'a servi à rien. Mais comment aurait pu mieux faire un EDR? C'est tout simplement en détectant les signaux faibles en amont. Et typiquement, la connexion à distance sur ce serveur de base de données aurait été détectée. L'exploitation de cette base de données pour effectuer des commandes informatiques aurait été détectée parce que c'est un usage certes légitime, mais qui est extrêmement étrange. Voilà. Et pour vous donner un petit peu plus de cas d'usage, même si j'en ai dit certains, que l'EDR veut détecter, c'est tout simplement l'exécution de scripts. Voilà, je vous ai donné un exemple qui est retranscrit ici. Si quelqu'un est au service comptabilité et ouvre un programme informatique complexe qu'elle n'a jamais utilisé auparavant, type PowerShell. PowerShell, c'est un outil d'exécution de commandes Microsoft, très utilisé par un informaticien, un ingénieur en cybersécurité, etc. Mais tout de suite, depuis une machine d'un utilisateur qui n'a pas du tout normalement ce type d'usage, ça permet de lever des alertes. Comportement de type ransomware, pareil, c'est des choses que l'EDR veut détecter. Le ransomware, ce que c'est concrètement, c'est je prends plein de fichiers et je les renomme, je les chiffre, et seul moi ai la clé de déchiffrement. Donc ça, c'est des choses que l'EDR va regarder. La tentative de contournement des protections de sécurité. Un attaquant, ce qu'il fait quand il arrive sur un périmètre informatique, c'est qu'il veut pas se faire repérer, donc il va essayer de désactiver l'antivirus ou l'EDR s'il est disponible. Il y a d'ailleurs beaucoup d'EDR sur le marché et d'antivirus qui sont assez faciles à contourner et à désactiver de manière assez déconcertante. On pourra y revenir peut-être ensuite. Les tentatives répétées de connexion échouées. Voilà, ça c'est un exemple, je pense, qui vous parle assez bien. Qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Stoic, sur le volet, du coup, MDR, encore un acronyme. MDR, c'est la combinaison de deux choses. Marine l'a bien expliqué tout à l'heure. C'est une technologie d'EDR managée, d'où le M qui vient remplacer le M, par notre équipe de réponse à incident. C'est aujourd'hui la meilleure manière d'avoir une protection efficace. Pourquoi? Parce qu'un EDR n'est pas aussi autonome qu'un antivirus. Un EDR aura besoin d'une interprétation humaine, toujours, pour qualifier une alerte. Ça remonte ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des fausses alertes. Et donc, un humain qualifié en cybersécurité et avec des compétences en réponse à incident doit prendre en compte l'alerte, la qualifier et y répondre si c'est un vrai positif. Donc, ce qu'on fait chez Stoic, nous, c'est qu'on travaille avec deux sociétés qui s'appellent CrowdStrike et SentinelOne. On ne les a pas choisis au hasard, on les a triés sur le volet, on a testé absolument toutes les technologies du marché. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est quelles étaient les meilleures technologies d'un point de vue de la détection. Le rationnel est dans le suivant, et c'est celui souvent que j'explique à nos assurés. À partir du moment où ils transfèrent du risque chez nous, financier, on peut leur proposer que les meilleures technologies de notre point de vue, en tout cas celles qui vont nous rassurer le plus possible sur le fait de ne pas subir de sinistre dans le futur. Aujourd'hui, c'est CrowdStrike et SentinelOne qui sont les deux pure players de l'EDR. C'est deux sociétés qui ont conceptualisé le sujet il y a 12 ans, 12-13 ans maintenant. Elles ont une avance considérable parce qu'elles équipent, si je cumule les deux, plus de la moitié du monde, plus de la moitié des sociétés qui sont équipées d'EDR. Voilà. Et toutes les autres technologies qu'on a testées n'ont pas été satisfaisantes de notre point de vue pour diverses raisons, soit des capacités de détection trop faibles, soit la possibilité tout simplement de les désactiver, soit des outils qui ne permettaient pas de répondre de manière suffisamment efficace à des incidents avec des niveaux d'information qui étaient remontés trop faibles. Voilà. Et après, on a observé d'autres choses un peu plus techniques, peut-être moins intéressantes pour vous, mais le fait que ça ne ralentisse jamais la production chez nos assurés, que ça se déploie sur tout type de système d'exploitation et de machines, principalement. Donc, comme je vous le disais, on manage nous-mêmes ces outils d'EDR. Ça nous permet d'avoir une proactivité extrêmement efficace sur tous les départs de cyberattaques, les compromissions qu'on voit sur les systèmes informatiques de nos assurés. On a aujourd'hui un peu plus de 50 000 actifs sous surveillance. On traite environ 20 000 alertes par an. Et le résultat est celui qu'on attendait. Concrètement, on a subi absolument zéro ransomware sur le périmètre qu'on couvre avec cet EDR. Et donc, c'est bien la preuve par les chiffres que c'est
la réponse contre ce risque, qui est le risque du coup le plus menaçant d'un point de vue de l'intensité pour nos assurés. Voilà, et je mets quelques têtes de notre équipe de réponse à incident, comme disait Marine, vous en connaissez peut-être certains. Chez Stoic, la particularité, contrairement à nos confrères sur le sujet de la surveillance des EDR, on a une équipe qui est peut-être même trop qualifiée pour faire ce travail de simple qualification des alertes. Pourquoi? Parce que notre métier prioritaire, c'est de faire de la réponse à incident. Ça demande beaucoup de seniorité, et donc on a une équipe qui a vraiment énormément de qualifications et qui, du coup, s'occupe des deux sujets aujourd'hui. Hein, c'est ça le sujet principal. Et ça leur permet d'avoir une maîtrise du risque de bout en bout. C'est une équipe qui va à chaque fois s'occuper de la qualification des alertes qui remontent dans leur outil de réponse à incident et de la remédiation jusqu'au retour à l'activité normale de nos assurés. Ça permet d'éviter de la friction, des passages de relais et donc des délais dans la réponse à incident qu'on met en place. Combiner donc l'assurance cyber avec Stoic MDR, c'est vraiment une formule gagnante pour l'ensemble des parties prenantes du contrat. Pour l'assuré, il va pouvoir bénéficier de cette protection de pointe en mettant en place notre outil, notre Stoic MDR. On va élever drastiquement le niveau de sécurité de l'entreprise et donc on va alléger les prérequis et qui dit augmentation du niveau de sécurité aussi, donc risque moindre et donc ça va venir impacter le montant de la prime puisqu'on va baisser la prime du contrat d'assurance cyber de 15% dès lors qu'un assuré souscrit à notre offre Stoic MDR. Pour vous, courtier, deux avantages. Le premier, c'est que vous êtes commissionné à 10%. C'est une commission qui est récurrente sur l'ensemble de ces contrats-là. Il y a une convention d'apporteur d'affaires qui nous lie sur cette partie service manager. Et ensuite, généralement, c'est des contrats, contrairement à l'assurance, qui sont sur 3 ans. Et donc, le fait d'avoir souscrit Stoic MDR va faire que derrière, vous allez sécuriser votre contrat d'assurance. Et enfin, pour nous, assureurs, ce qu'on cherche à faire, c'est réduire la fréquence des ransomware et donc réduire également l'intensité des sinistres résiduels de façon à maîtriser notre sinistre sur prime et avoir une approche tarifaire cohérente et pérenne dans le temps pour éviter notamment les retournements de marché que certains ont dû connaître. Donc voilà, cette formule, le couplage Stoic MDR à notre police d'assurance est vraiment gagnant-gagnant pour l'ensemble des intervenants sur le contrat. Donc, vous l'aurez compris, Stoic MDR vient répondre au risque d'intensité qui est le ransomware. Et donc, ça, c'est aujourd'hui vraiment ce qui peut mettre, je le répète, ce qui peut mettre à mal, ce qui peut mettre à terre une entreprise. Et c'est ce qu'on observe chez Stoic avec notre équipe de réponse aux incidents. Si on passe sur la deuxième partie de cette présentation, donc notre solution contre la fraude. Donc voilà, on va revenir sur ce risque de fréquence qui est la fraude. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, les attaques par fraude avec la démocratisation de l'IA, en fait, les attaques sont beaucoup plus réelles. Des mails qui auparavant semblaient grossiers s'adaptent et reprennent des éléments de langage de l'entreprise, sont vraiment très adaptés. Et ce qu'on observe chez Stoic, c'est lorsqu'on a eu une fraude, dans 98% des cas, ça impliquait un email. Donc, c'est-à-dire soit une compromission de boîte mail, ou bien soit une fraude par mail, où un attaquant a repris le fil de discussion des échanges au sein de l'entreprise et est allé, par exemple, modifier un RIB. Et ça, Lucas y reviendra. Le delta, c'est les 2% restants. Qu'est-ce que ça va être? C'est généralement du deepface ou bien des attaques par WhatsApp. Mais voilà, ce qu'on observe, 98% des attaques, des fraudes
implique un email. Chez Stoic, la fraude est de plus en plus importante, de plus en plus présente et plus de 50 de nos sinistres, sont liés à une fraude ou à une compromission de boîte mail et le montant, moyen détourné, par, les attaquants, on est à peu près aux alentours de 50 000 €. Donc les préjudices financiers, peuvent être très importants, très rapidement et donc il faut intervenir, le plus vite possible, soit en amont avec, Email Security que va vous présenter Lucas, ou soit très rapidement, auprès de la banque si on s'en aperçoit, dans un délai, qui est vraiment, très court. Donc pour vous redonner un petit peu de contexte, hein, sur comment on réfléchit les choses chez Stoic, on les réfléchit étape par étape, hein. La première étape, c'est bien sûr, du point de vue d'une société, c'est de s'assurer contre le risque cyber. Ça, c'est votre métier, vous connaissez très bien. Et l'étape 2, bah, c'est de protéger son parc informatique avec de l'EDR. L'étape 3, parce que c'est le risque le plus fréquent qu'on observe chez Stoic, c'est de protéger ses environnements de mail, parce que c'est par là que passe la fraude dans 98% du temps, les 2% restants étant bah, des fraudes qui vont passer par les réseaux sociaux, WhatsApp et d'autres canaux. Mais du coup, la priorité est de protéger les environnements de mail. C'est souvent par là que passent les flux financiers. Qu'est-ce qu'on veut détecter dans la fraude concrètement? Premièrement, c'est l'email frauduleux. L'email frauduleux, c'est assez facile à imager, c'est la fausse facture, la demande de changement de coordonnées bancaires, la demande d'émission de virement qui arrive dans notre boîte mail et qui va être expédiée soit par un email parfois assez grossier, une usurpation d'identité plus ou moins bien faite, l'identité étant le mail, hein, qui vous envoie cette demande, mais parfois peut provenir d'un email totalement légitime, c'est-à-dire d'une boîte mail qui a été compromise d'un de vos fournisseurs, d'un de vos clients, etc. Donc ça, c'est l'email frauduleux qui rentre sur votre boîte mail. La deuxième catégorie de fraude, ou plutôt de cas d'usage qu'on veut prévenir et qui va découler sur de la fraude, c'est la compromission des emails, des boîtes mail de nos assurés. Qu'est-ce que c'est que la compromission d'une boîte mail? C'est tout simplement le vol d'identifiants, souvent via du phishing, qui permet à un attaquant derrière de se connecter à votre boîte mail et d'y avoir accès comme vous, et donc de pouvoir potentiellement se faire passer pour vous et de s'immiscer dans vos échanges, potentiellement du coup des échanges de flux financiers au bon moment avec la bonne personne pour détourner de l'argent. Euh, Comment fonctionne notre outil? C'est exactement le même principe qu'un EDR. C'est un outil qui va se connecter aux tenantes. Les tenantes, c'est l'environnement de messagerie, euh, d'administration de la messagerie de la société. Et on va être capable comme ça de récupérer deux choses. Premièrement, les emails entrants, et on va les analyser avec un outil d'intelligence artificielle qui nous permet euh, de déceler plein de facteurs de potentielle compromission. Je reviendrai sur les facteurs ensuite. Euh, une fois qu'un email est détecté comme potentiellement frauduleux, c'est encore une fois notre équipe de réponse à incident, Stoic, internalisée, qui va euh, prendre le relais et qui va détecter de façon, euh, de façon humaine, du coup, si un mail est potentiellement frauduleux ou pas. Il y a plein de manières de le savoir, et j'y reviendrai ensuite aussi. Et la deuxième chose qu'on veut collecter, donc ça c'est pour les emails entrants sur votre boîte mail, hein, on regarde tout simplement le contenu des emails, et sur ce qui va être du volet de la compromission des boîtes mail, on collecte ce qu'on appelle des logs, c'est un mot anglais pour dire journaux. Euh, c'est tout simplement une ligne de code dès que vous faites quelque chose. À chaque fois que vous prenez une action sur votre ordinateur ou sur votre boîte mail, ça écrit une ligne de code, c'est ce qui s'appelle un log, et c'est ce qui va permettre de détecter une potentielle compromission de boîte mail. Et je reviendrai ensuite sur le détail, vous allez comprendre. Et de la même façon, c'est des logs qui sont interprétés par notre outil et qui derrière permettent de lever des alertes qui arrivent dans les mains de notre équipe de réponse à incident qui intervient le plus rapidement possible. Donc sur l'email frauduleux, comme je vous le disais, ce qu'on va regarder très concrètement, c'est les demandes de virement qui peuvent potentiellement paraître frauduleuses. Ça va être soit un montant trop élevé, soit un contenu d'email avec une façon d'écrire un petit peu étrange, une demande à caractère urgent. Voilà, il y a plein de facteurs. Des demandes de changement d'informations bancaires.
ou tout simplement de ce qu'on détecte comme de l'usurpation d'identité de vos fournisseurs. Sur la partie compromission d'email, donc là, c'est l'attaquant, pour rappel, qui a accès à vos environnements de mail. Ce qu'on va regarder, c'est d'où part la connexion. Est-ce qu'il y a des déplacements impossibles? Le déplacement impossible, c'est l'utilisateur légitime se connecte en France et quelques minutes ou quelques heures plus tard se connecte depuis un pays qui est à 24 heures de distance. Et là, tout de suite, ça va nous permettre de lever des alertes. Et puis, ça va être des comportements suspects pour vous donner une idée claire de ce que fait un attaquant une fois qu'il a compromis une boîte mail, c'est-à-dire qu'il a des identifiants mots de passe qui lui permettent de s'y connecter. Il va rajouter sa méthode de double authentification pour pouvoir se reconnecter le lendemain, le surlendemain, etc. Donc, on va regarder les changements de méthode de double authentification. On va regarder ensuite les créations de règles de filtrage et les potentielles règles de transfert. C'est ce qui permet à un attaquant de détourner les emails depuis une boîte mail. Lucas, Oui. excuse-moi, on a une question Oui. de Christian qui nous demande si nous avons accès au contenu des boîtes mail. On a accès au contenu des boîtes mail. Alors, on a accès à deux choses. C'est la lecture seule des emails. Donc, ce qui se passe, pour revenir sur le schéma d'avant, c'est que l'outil a accès en lecture à tout le contenu des emails. Qu'est-ce qu'on appelle le contenu? Ça va être l'expéditeur, ça va être l'objet, ça va être le contenu de l'email, ça va être la pièce jointe. On injecte tous ces emails dans un outil d'intelligence artificielle à qui on a appris les critères de détection qu'on connaît, parce qu'on gère des centaines de sinistres pour fraude par an. Et sur cette base-là, on va être capable de générer un score de criticité qui va du coup flaguer un potentiel email comme potentiellement frauduleux. C'est seulement à ce moment-là qu'un humain lit l'email. Sinon, l'email n'est pas stocké. Donc, la machine, notre outil d'intelligence artificielle a accès au contenu des emails, mais on ne le stockera que si on a détecté un potentiel cas de fraude. En espérant que ça réponde bien à votre question. Et quelle garantie en termes de sécurité avec l'IA? La RGPD. Aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle qu'on utilise sont au nombre de 2. C'est Mistral, donc c'est notre outil d'intelligence française. Et bien qu'il soit français, il est quand même soumis au RGPD, donc il a l'obligation d'héberger ses données en Europe. Et le deuxième, c'est Google. Pourquoi on a pris le parti de ne pas utiliser seulement Mistral? Parce que Google, aujourd'hui, l'intelligence artificielle de Google est bien meilleure sur la reconnaissance des IBAN et majoritairement de tout ce qui va être des lettres qui se ressemblent comme les L ou les I. Voilà. C'est pour ça donc, qu'on utilise Google pour détecter tout ce qui va être pièce jointe avec IBAN frauduleux. Et Google est tenu aussi d'héberger ses données en Europe. C'est des sociétés qui sont extrêmement auditées. Voilà. Et donc, j'en étais à vous expliquer du coup quels sont les facteurs qu'on va regarder. Il y en a 68 sur la partie mail frauduleux, 11 sur la partie compromission de boîte mail, et j'en ai dit déjà quelques-uns. Ce qu'on va regarder en premier lieu, c'est l'historique des échanges. Il faut savoir que c'est un outil qui se déploie sur tout le tenant. On ne peut pas protéger qu'une partie du tenant parce que les fraudes peuvent prendre plein de formes. Ça peut être des fraudes en interne, et donc on a besoin de voir, de connaître l'historique d'échanges entre les collaborateurs en interne et en externe. Typiquement, si un compte d'un commercial, que vous ne pensez peut-être pas à risque, se fait compromettre, il peut demander le changement d'un RIB pour l'émission de son virement à son service comptabilité. Si les process sont mis à risque pour X ou Y raison, souvent des congés, une fraude peut passer en interne. Donc on a cette nécessité de protéger absolument tous les collaborateurs de la société. Donc sur la partie mail frauduleux, on regarde l'historique d'échange, les expéditeurs inconnus, les expéditeurs qu'on connaît comme déjà malveillants, les coordonnées bancaires modifiées, on va regarder si les pièces jointes ont été falsifiées. On connaît sur une source de base de données des IBAN déjà potentiellement malveillants, des données bancaires dans le corps du mail, des montants de virement inhabituels. Voilà, vous avez les grandes idées. Et sur la partie compromission d'email, on va regarder, comme je vous le disais, les ajouts de méthodes de double authentification, les créations de règles de filtrage pour détourner les emails, les créations de règles de transfert, les connexions suspectes,
et surtout les emails sortants. Ce que fait un attaquant quand il n'a pas trouvé matière à émettre une fraude, c'est qu'il va exploiter votre carnet d'adresses et il va lancer une immense campagne de phishing sur tout votre carnet d'adresses. Donc on a des enjeux là surtout réputationnels pour le coup, mais du coup on est capable de le détecter à ce moment-là. Qui traite les alertes? C'est la même équipe chez Stoic, unifiée, qui gère tous les sujets de cybersécurité. Donc c'est cette même équipe qui a constaté sur les 700 sinistres qu'elle a gérés en 2025 que plus de la moitié concernait de la fraude et a pris le parti de développer un outil en interne pour adresser ce risque spécifique. Ça rajoute donc une corde à leur arc et donc ils vont être capables de détecter sur notre portefeuille d'assurés des fraudes, des compromissions de machines qui sont remontées par l'EDR, des vulnérabilités qui sont détectées par notre outil de scan. Voilà. Donc l'image qu'il faut avoir, hein, c'est qu'on a une équipe qui multiplie les sources de détection pour éviter un maximum de sinistres. C'est pour ça que je parlais d'étapes. L'étape 1, c'est d'assurer une société pour leur donner accès typiquement à notre outil de scan et détecter des vulnérabilités. L'étape 2, c'est de les équiper de l'EDR pour détecter de potentiels cas de ransomware. L'étape 3, c'est d'adresser la fraude. Il y aura probablement d'autres étapes dans le futur pour adresser encore d'autres risques et pour faire en sorte que cette équipe de réponse à incident soit la plus efficace possible et la plus proactive possible. Toujours en 24/7, je précise évidemment. On ne changera jamais de philosophie sur ce sujet-là. On est convaincu, et on le voit de façon factuelle, la nécessité d'adresser ce sujet en 24/7 est claire. Nos pics d'activité se situent souvent le vendredi soir. C'est à ce moment-là que les premiers signaux faibles apparaissent. Et c'est souvent le dimanche soir et le lundi matin, surtout le lundi matin, qu'on est appelé pour des ransomware parce que l'attaquant veut tout simplement se laisser un maximum de temps pour essayer de contourner les processus de sécurité. Donc le 24/7 est primordial sur tous ces sujets de cybersécurité. On a des questions, Lucas, notamment concernant le coût d'email security. Comment est-ce que c'est calculé? Et est-ce que ça peut être souscrit indépendamment de l'offre MDR? Oui, c'est une très bonne question. Le prix est fonction, comme sur l'EDR, de la volumétrie qu'on doit protéger. Le coût, c'est toujours deux choses dans nos solutions. C'est une technologie, et c'est surtout le temps humain qu'on va allouer derrière. Donc, c'est fonction de la volumétrie pour l'EDR des postes de travail et des serveurs, et fonction de la volumétrie sur Email Security du nombre de boîtes mail qu'on doit protéger. Donc, on a des coûts dégressifs. C'est difficile de répondre à votre question. Ça va dépendre de la volumétrie, vraiment. Et la deuxième question, pardon, Marine, elle m'échappe. Savoir si ça peut être souscrit indépendamment du MDR. Ouais. Donc, oui, la réponse est oui. C'est vraiment, il faut le voir, je le répète, c'est vraiment deux menaces. Ransomware, on met en place pour protéger vos clients le MDR combiné à l'action humaine de notre équipe de réponse aux incidents. Et ensuite, on va retrouver la fraude. Pour pallier ce risque-là, on va proposer à vos clients Email Security combiné à l'action de nos équipes. Donc, c'est vraiment deux sujets différents qui viennent répondre à deux menaces vraiment spécifiques. Donc, l'un peut fonctionner sans l'autre, les deux peuvent fonctionner ensemble. C'est vraiment en fonction de la sensibilité de votre client. Et du coup, j'en profite parce que on nous pose également la question de savoir comment commercialement on va fonctionner pour le déploiement et la proposition d'email security à vos clients. On va faire exactement comme le MDR, comme ce que l'équipe, comme ce que Lucas a fait et son équipe, c'est-à-dire pour les courtiers qui nous y autorisent, c'est vraiment envoyer des messages pour proposer ce nouvel outil à vos clients et ensuite des visios qui seront faites avec Lucas et son équipe exactement sur le même principe que le MDR. Et vous pouvez également sur la plateforme, donc dans l'onglet, lorsque vous allez sur votre client, vous avez le petit onglet Stoic Protect. Et donc là, vous allez voir apparaître Stoic MDR. Vous cliquez sur le petit plus et vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos experts et votre client. Et ensuite, juste en dessous, Email Security, petit plus pareil, et vous avez l'agenda de nos équipes pour prendre rendez-vous avec votre client sur Email Security. C'est voilà, très simple. Et Lucas, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas.
Oui, pour vous donner un petit peu la vision de comment on aborde le sujet avec vos assurés. Déjà, on a envie de comprendre comment ils se protègent sur ces différents volets, sur le poste de travail, le serveur et sur l'environnement de mail. Ils ont déjà souvent des protections en place. euh, et l'idée, c'est de voir si c'est satisfaisant pour eux et surtout que nous, on leur partage nos recommandations. On teste les technologies en permanence. euh, de façon proactive et malgré nous, parce qu'on voit sur certains sinistres de façon factuelle que certaines technologies ne sont pas efficaces. Donc on a plein de choses à leur partager. Donc c'est vraiment ça aussi l'objectif de ces échanges qu'on a avec eux. Euh, Isabelle, comment agit l'équipe s'il n'y a pas de protection EDR ou email sécurité souscrite? Dans le contrat d'assurance Stoic, tous nos assurés ont accès à une hotline 24/7. C'est notre équipe de réponse à incident qui est disponible pour intervenir en un temps record si la société a le moindre doute de compromission ou est en train de subir un ransomware de façon sûre. Euh, donc on interviendra, voilà, mais avec le retard qui est induit par le fait que c'est à l'assuré de nous appeler. Nous, on est à l'aveugle tant qu'on n'est pas appelé, on ne sait pas potentiellement qu'une société est en train de subir une cyberattaque. Ce qui n'est plus le cas avec des outils comme l'EDR et avec Email Security. C'est nous qui appelons l'assuré quand il est en train de subir soit peut-être un départ de ransomware, et on intervient du coup en une poignée de minutes, soit qu'il a reçu un mail potentiellement frauduleux ou qu'il est en train de subir une compromission de boîte mail. Donc ça change de paradigme, hein. C'est vraiment, on devient un acteur de cybersécurité qui protège son assuré de façon proactive. Euh, pour être très précis sur cet outil, hein, si vous en parlez avec vos différents interlocuteurs, c'est un outil qui fonctionne sur les environnements Microsoft 365 et Google Workspace. C'est les environnements cloud qui représentent aujourd'hui l'immense majorité des environnements de mail des sociétés en France, hein. Voilà, donc c'est vraiment Microsoft 365 et Google Workspace. Un petit exemple, comme on a fait sur l'EDR, d'une fraude qu'on a vécue chez Stoic. Une fraude, c'est en général beaucoup moins complexe dans le processus à comprendre que le déploiement d'un ransomware. On a eu une fraude de plusieurs millions d'euros. Le titre et le montant est factice, mais on parle bien de millions d'euros. C'est tout simplement pour anonymiser la société qu'on l'a changé. Et comment ça s'est passé? C'est parti d'une compromission de compte. Donc l'attaquant a réussi à voler des identifiants mots de passe, ou les a peut-être achetés sur le dark web, et a réussi à accéder à la messagerie d'un collaborateur d'une société financière. Et derrière, a réussi à accéder à une conversation mail avec la banque de cette société qui était chargée d'effectuer un virement de plusieurs millions d'euros dans le cadre de la cession, de la fusion d'une société avec une autre. La banque a manqué à ses obligations dans la vérification des demandes de changement de coordonnées bancaires et a effectué un virement de plusieurs millions d'euros sur le compte d'un attaquant. C'est aussi simple que ça. Et on voit que du coup, les processus qui sont humains, finalement, sont faillibles, sinon on n'aurait pas de fraude, même pour des organismes financiers ou bancaires. Comment ça s'est passé? Pour être très précis, hein, l'attaquant a changé également le numéro de téléphone dans la signature du compte qu'il avait usurpé et le banquier de cette société a rappelé le faux numéro pensant s'adresser à la bonne personne et donc a double validé l'émission du virement avec l'attaquant. Voilà. À ce moment-là, l'outil Stoic n'était pas déployé hein, sur cet assuré. Le fait que la société s'en rende compte très tôt a permis de récupérer les fonds, donc c'est une histoire qui se termine bien. Il faut savoir que si on s'adresse aux organismes bancaires entre 24 et 48 heures suivant un virement, on peut souvent récupérer les fonds. C'est aussi ça l'objectif d'un outil comme Stoic, c'est de s'en rendre compte suffisamment tôt, quand bien même un virement part, parce qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps d'appeler l'assuré suffisamment tôt, que le virement est fait en une poignée de minutes, on peut néanmoins récupérer les fonds si on s'en rend compte suffisamment tôt en s'adressant aux organismes bancaires. Et là, dans ce cas précis, on aurait détecté bien en amont que la boîte mail était compromise par l'attaquant, parce qu'on se parle d'une compromission de boîte mail et donc de l'interprétation de journaux
de potentielles connexions étrangères, de comportements suspects sur la boîte mail. Donc, pour finir sur quel est l'impact, vous avez été plusieurs à nous poser la question, quel est l'impact sur le contrat d'assurance? Il y en a plusieurs. Le premier impact, vous savez que sur notre contrat d'assurance, lorsque vous regardez la garantie cyberfraude, on donne de la cyberfraude à hauteur de 10% de la limite choisie. Vous prenez une limite à 1 million, on va donner 100 000 euros sur le volet fraude, toujours plafonné, maximum quoi qu'il arrive, à 250 000 euros. Si vous prenez une limite de contrat à 3 millions, votre fraude sera toujours plafonnée à 10%, donc c'est 300 000, mais on la capera à 250 000 euros. Et donc, ce nouvel outil, Email Security, va vraiment permettre de détecter et de venir endiguer ce risque de fraude. Et donc, on va multiplier par 4 la limite cyberfraude des contrats de nos assurés. Donc, je reviens sur mon client qui a pris une limite à 1 million sur l'ensemble de son contrat. La garantie cyberfraude est limitée à 100 000 euros et je vais faire x4. Donc, je vais lui donner une garantie fraude à hauteur de 400 000 euros. Sans surplus, sans surcoût sur son contrat d'assurance. Il aura uniquement, vous l'aurez compris, Email Security à payer, ce service manager à payer. Mais en tout cas, le contrat d'assurance, lui, il n'y aura pas d'augmentation du fait de l'augmentation de la limite de cette cyberfraude. Donc ça, c'est le premier avantage pour le client. Deuxième avantage, en fait, on va supprimer la condition de double validation des paiements supérieurs à 10 000 euros. Vous savez, on avait cette fameuse, lorsque le client reçoit une demande de virement de plus de 10 000 euros, il faut faire une double validation. On ne sait jamais trop qui doit faire la double validation, comment ça s'articule. Et ben, avec Email Security, peu importe le montant, le client n'aura plus à venir effectuer cette double validation. Donc, je sais que vous êtes nombreux à chercher souvent des solutions fraude pour vos clients. Ben voilà, via le contrat cyber, avec le couplage d'Email Security, c'est un bon moyen d'adresser la fraude à vos clients sans que ça leur coûte énormément d'argent. Pardon, on appuie tous les deux. Donc, vous l'aurez compris, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, la résilience cyber, elle repose vraiment sur une approche globale, cohérente, où on va mettre en place de la prévention. Cette prévention, on n'y est pas revenu parce que ces 4 outils, on l'a répété, on le répète régulièrement, mais on va retrouver le scan externe de vulnérabilité, l'outil de simulation de phishing, les 2 scans internes, scan de cloud et scan d'Active Directory, qui, je le répète, sont mis à disposition gratuitement de vos clients. On va avoir la détection et la réponse, donc cette fameuse brique qui nous manquait de façon à venir contenir les sinistres si le sinistre devait arriver. Et ensuite, l'assurance qui va prendre en charge les frais résiduels lors d'une attaque. Donc, en intégrant ces 3 piliers dans un écosystème, on crée vraiment un cercle vertueux, moins d'incidents, des impacts maîtrisés et une véritable pérennité opérationnelle et financière chez nos clients et chez l'assureur. On arrive à la fin de ce webinaire. On arrive à la fin de la présentation que l'on souhaitait vous partager avec Lucas. Si vous avez des questions, je vois qu'on nous a posé, Fabrice nous a demandé concernant Email Security, est-ce que Ionos, Infomaniac sont adressables ou pas? Lucas, je te laisse revenir sur les boîtes mail que nous allons
couvrir via email security. On est vraiment que sur du Google et du Microsoft pour le moment. Ouais, le cas que vous évoquez peut-être, j'ai pas la question, mais du coup, si je comprends bien, c'est le potentiel hébergement du service mail de votre assuré chez un hébergeur tierce. Dans ce cas-là, c'est un outil qui ne pourra pas se déployer. Néanmoins, il y a plein de spécificités, plein de petits cas particuliers. Donc, le mieux qu'on puisse faire, et on est vraiment disponible pour ça, hein, je fais partie d'une équipe dédiée à ce sujet-là, c'est de rencontrer votre assuré pour lui poser la question et voir si ça peut être un outil qui peut se déployer sur son périmètre informatique. Dans tous les cas, c'est jamais du temps perdu parce qu'on leur partage plein de choses, concrètement tout ce qu'on vous a partagé là aujourd'hui. Et donc, ils ressortent souvent très contents de cette demi-heure où ils ont appris plein de choses sur le sujet de la fraude, de l'EDR, etc. Il y a d'autres questions, On a, Marine? Parce que ouais, on avait une question de Lise qui nous demande si la solution Email Security comme le MDR donnera-t-elle lieu à une réduction sur le tarif de l'assurance stoïque. Donc, j'ai répondu, pas de réduction sur le contrat, mais pas d'augmentation du tarif, mais par contre, un déplafonnement de la sous-limite sur la garantie cyberfraude. Voilà, donc nous arrivons, je regarde si nous avons d'autres questions. Écoutez, je n'en vois plus. Je n'en vois plus. N'hésitez pas en tout cas à venir voilà, sur la plateforme ou à contacter vos responsables courtage en région, que ce soit Géraud pour l'Est, que ce soit Théo à Lyon. On a maintenant Quentin qui nous a rejoint sur l'Est. On a Christophe sur l'Ouest et on a Mathieu sur Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et pouvoir comment mettre en musique et comment aborder vos clients sur ce risque-là, ils vous aideront et vous donneront toutes les informations. Et pour ce qui est du support, oui, on vous communiquera le support, le support de la présentation. N'ayez crainte. Je vois, il y a d'autres questions. Je ne sais pas si on a le temps. Oui, on peut en prendre encore quelques-unes. Excusez-moi. On a Émilie qui nous demande si Email Security est amené par la suite à être intégré dans le contrat de base. C'est pas aujourd'hui, c'est pas la philosophie. C'est vraiment, on a un contrat d'assurance et ça restera vraiment notre cœur et notre approche principale. Et via ce contrat d'assurance, on va venir additionner et mettre à disposition, proposer à nos clients des services managés. Lucas, si tu veux apporter une information par rapport à ça. Non, c'est plutôt clair. Je ne l'aurais pas mieux dit. Voilà. Et ensuite, comment comprendre le fonctionnement de Email Security? Lucas en a parlé. Vous aurez le support et surtout, n'hésitez pas lorsque vous avez des rendez-vous avec vos clients, lorsque les équipes de Lucas font ces rendez-vous-là, vous de participer à ces réunions parce que ça va vous permettre de vous nourrir, de vous donner de la matière pour avoir des billes et pour pouvoir en parler à vos clients. Mais sachez que l'équipe de Lucas voilà, en parlera facilement à vos clients dès lors que vous positionnez un rendez-vous avec eux. Allez, dernière question. Il faudrait qu'il soit systématiquement proposé en option des projets au titre de notre devoir de conseil. Très bonne question, Émilie. Oui, aujourd'hui, ça peut être, je pense qu'il est, enfin, de mon point de vue, nécessaire d'en parler à vos clients parce que ça va vraiment permettre de réduire ce risque d'intensité, ce risque de fréquence, pardon, qui est aujourd'hui important chez nos clients. Écoutez, on arrive, il est midi, on va se quitter. Merci à tous d'avoir été avec nous sur cette heure
et je vous dis à très bientôt, sur le terrain et vous allez recevoir vos attestations, DDA. Merci à tout le monde.